bonjour à tous. Je suis très content de vous voir aussi nombreux. C'est déjà une victoire avec les grèves. Donc, je me présente, je m'appelle Arnaud, j'organise les Data Cloud Meetup. N'hésitez pas si vous avez des sujets ou des salles, on est toujours preneurs. Et donc, le sujet de ce soir, ça va être très orienté autour des ETL. Beaucoup de data engineering ce soir. Voilà. Donc, ensuite, j'introduis Vaudou, qui fera le premier speak, puis suivi de Conto, et ensuite de Insider Coupe avec Air Liquide. Bonsoir à tous, donc moi c'est Robin, je suis tech lead à Voodoo, je fais pas mal de data engineering dans le cloud d'AWS. Ce soir je vais vous présenter un peu des tips, des astuces sur EMR et Spark, plus précisément Spark utilisé dans EMR. Un peu tout ce qu'on a, tous les retours d'expérience qu'on a eu en itérant un peu at scale. Donc pour vous présenter un peu plus Voodoo, pour vous donner un peu plus de contexte, Voodoo c'est une boîte qui fait des jeux ultra casu sur mobile. On est donc le premier éditeur de jeux mondial. Sur l'App Store, on est juste derrière Google en termes de nombre de téléchargements. On a fait à peu près 3 milliards de téléchargements depuis l'année 2018. Donc ce qui donne un peu pas mal d'événements de jeu et comme vous pouvez vous en douter, pas mal de volumétrie et de problématiques un peu de scale sur la data. Donc globalement, les joueurs chez Voodoo, du coup, c'est pas du tout les pro gamers, mais c'est plus un peu monsieur et madame tout le monde qui jouent 30 secondes dans le métro en attendant l'arrêt de bus, ce genre de choses. Donc tout d'abord, je vais vous présenter un peu EMR, la création, les petits tips de création. Juste peut-être petit sondage, qui utilise EMR sur AWS? Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent Spark? Ok. Ok, top. At scale un petit peu ou pas trop? Ok. Bon bah du coup, j'espère que vous apprendrez des trucs ce soir, c'est cool. Du coup, EMR, donc le premier petit tips, donc c'est quand vous créez votre cluster, donc EMR pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est un cluster Hadoop managé où dessus, globalement, on peut faire tourner des choses comme Spark, comme HDFS, comme Pig, un peu toutes les suites qui tournent sur HDFS. Et il n'y a pas besoin de manager votre cluster. Il fait toutes les synchronisations entre les master nodes, les core nodes, etc. Et vous pouvez installer des applications directement sans vous embêter. Donc c'est assez pratique pour automatiser la création de clusters, pour runner des jobs en ETL ou carrément pour faire tourner un cluster qui va être un consumer d'un stream quelconque comme Kafka ou comme Kinesis pour chez Amazon. Donc premièrement, il y a plusieurs versions de MR. Le premier conseil qu'on donne, c'est d'essayer de toujours utiliser des versions qui sont supérieures à la 5.28 parce que globalement, actuellement, la 5.28 est assez récente. Hein. Actuellement, on doit être à 5.30 quelque chose. Parce que globalement, AWS a changé un peu le runtime de Spark, ils l'ont customisé. Et globalement, on a entre 2 et 4 fois à peu près un facteur 2, entre facteur 2 et 4 de meilleure performance en utilisant cette version. C'est appliqué par défaut, vous n'avez rien à faire. Juste utiliser au moins une version 5.28 ou supérieure et vous pouvez profiter de ça. Donc ça, c'est déjà une optime qui est assez rapide à mettre en place. La deuxième chose, c'est de bien penser à mettre un bucket S3. Donc S3, c'est là où vos fichiers sont stockés. Quand vous créez votre EMR, ça vous permet de stocker les logs, potentiellement les cruncher après que votre EMR est terminé, parce que l'un des gros use cases avec EMR, ça reste quand même, vous popez un cluster, vous lancez quelques steps, donc par exemple des batch jobs qui vont cruncher de la data, faire des jobs de TL, etc. Et une fois que tout est terminé, vous terminez votre cluster. Comme ça, vous payez vos machines que un temps assez court. Et du coup, c'est un peu ça, on leverage un peu le côté que Amazon maintenant facture à la seconde les machines, ce qui fait que si votre job il tourne 10 minutes, vous payez vos machines 10 minutes et pas plus. Et il y a un autre critère aussi, c'est ce qu'on appelle les spot instances. Les spot instances sur Amazon, en fait, c'est une place de marché où ils vendent aux enchères leurs instances qui ne sont pas utilisées. Globalement, vous pouvez diviser vos coûts par 10 facilement en utilisant ça. Il y a juste dans la configuration de votre EMR un petit flag à mettre comme quoi vous voulez utiliser des spots instances et vous mettez le bid. Le seul risque, c'est qu'on peut vous retirer les instances si jamais il n'y a plus de disponibilité ou si quelqu'un bid plus cher que vous. Dans les faits, depuis un certain moment, ça ne se passe plus trop parce que depuis à peu près un an, comme on peut voir, les clusters qui sont terminés à cause de spot instance, ils sont vraiment très faibles. Le seul truc à faire un peu attention, c'est de ne pas mettre son master en spot. Vous mettez que vos cores. Comme ça, de toute façon, avec HDFS
Le fait de gérer les problèmes, globalement, au pire, vous perdez un corps, il en remet un, et puis il rerunnera les exécuteurs qui étaient sur ce corps, ça pose pas trop de problème tant que vous perdez pas plus de 33% de votre cluster. Ensuite, le sizing EMR. Donc ça, c'est assez important. Globalement, le coût EMR est assez simple. Vous payez les instances, les serveurs, plus un fee EMR, qui est en fait le fait d'utiliser un cluster manager. Et donc, plus vous avez d'instances, plus vous payez évidemment de machines. Globalement, ce qu'on essaye de faire, c'est de préférer les grosses instances parce que le coût EMR et le coût EC2, lui, est linéaire. Donc EC2, c'est les instances et les serveurs sur AWS. Le coût EC2, lui, est linéaire. Ça veut dire une instance 2 fois plus grosse coûtera 2 fois plus cher qu'une instance 2 fois plus petite. Mais sur les fees EMR, c'est pas le cas. Les fees EMR, en fait, c'est logarithmique. À partir d'une 4x large, ça monte plus. Donc en fait, vaut mieux mettre genre 2 8x large que 4 4x large. Ça vous coûtera moins cher en fee EMR et du coup au global ça vous coûtera moins cher. L'autre partie, c'est le fait, il y a un autre petit trick aussi, c'est les EBS. Donc si vous utilisez les EBS, c'est les disques. En gros, les disques par défaut c'est des SSD, mais les I/O que vous avez sur ces disques dépendent de la taille du disque. Donc si vous mettez des petits disques, en fait, ça nous est déjà arrivé d'avoir des jobs qui n'arrivaient pas à marcher, on ne comprenait pas pourquoi. Et c'est qu'en fait, Spark, lui, il écrit tous les résultats temporaires sur disque. Et du coup, en fait, c'était les I/O du disque qui nous empêchaient en fait de scale, alors que le cluster était énorme. Et du coup, faites attention. Nous, on conseille en général de pas mettre en dessous de 200 gigas de disque et voire utiliser à la limite les instances de type I qui sont optimisées I/O et qui ont carrément eux des SSD avec des I/O non capés directement sur les machines. Ça reste le mieux comme type de machine à utiliser avec EMR actuellement et principalement si vous faites de l'HDFS. L'autre chose aussi, c'est le fait de sizer en fonction de la data. Globalement, nous, ce qu'on fait, selon si vous voulez des jobs qui run vite ou des jobs qui coûtent moins cher, c'est à vous d'ajuster un peu le facteur. Nous, globalement, on essaye de faire des clusters, comme on a vu que les jobs se finissent assez rapidement, on essaye de faire des clusters qui ont à peu près en RAM la taille de la data source, approximativement. En général, ça va assez vite, surtout si vous utilisez des instances orientées optimisées RAM ou optimisées I. Du coup, si par exemple vous avez 200 gigas de données à traiter, mettez un cluster avec au moins 200 gigas de RAM. Globalement, c'est ce qui va permettre d'aller assez rapidement et finir vos jobs assez rapidement. Et je vous conseille de mettre au moins 3 instances, surtout si vous utilisez des spots, parce que ça vous permet de pouvoir en perdre une et de garder justement la consistance du cluster et du coup de pouvoir rattraper votre exécuteur. Le pricing EMR, je vous ai fait quand même une petite slide pour que vous compreniez bien. Si par exemple je prends un EMR avec 3 i3x large, donc c'est des machines qui ont 4 cœurs, 30 Go de RAM, en on-demand, elles sont à 34 centimes. Et en spot, elles sont à 0,078 centimes. 0,10 centimes, 10 centimes, pardon. Donc elles sont déjà 3 fois moins chères, juste en activant une option spot. Ce qui fait que si vous avez un cluster comme ça, avec quand même, on parle quand même de 12 cœurs et 90 Go de RAM, ce qui peut faire tourner quand même déjà pas mal de jobs en environ une 20 minutes, une demi-heure, au final ça vous coûte 34 centimes par job, donc par demi-heure. Donc c'est quand même assez rentable et ça vous permet en fait de run des ETL sur EMR assez facilement. Nous en général, si ce cluster-là nous paraît vraiment trop gros pour la data, c'est que vous n'avez peut-être pas forcément besoin de EMR et Spark et vous pouvez rester sur du Pandas en Python ou quelque chose comme ça qui n'est pas forcément parallélisé. C'est juste que vous n'avez pas forcément la volumétrie nécessaire à l'utilisation d'un EMR. Ensuite, je vais vous parler un peu plus des applications. Donc, l'une des premières applications que nous, on aime bien utiliser, c'est Zeppelin. Donc, Zeppelin, en fait, c'est un notebook. C'est un peu comme les Jupyter Notebook, mais c'est fait pour Spark. Vous pouvez coder soit en Scala, soit en PySpark dessus. Ça doit gérer aussi Java et R, à mon avis. Globalement, c'est un notebook. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez juste activé une option comme quoi vous voulez Zeppelin dans votre cluster. Ça vous donne une URL où vous pouvez vous connecter à votre notebook. Vous pouvez faire du coup des notebooks, tester du code, explorer votre data, faire des plots, ce genre de choses.
C'est assez pratique pour l'exploration. En utilisant les spots instance, etc., ça coûte pas forcément ultra cher. Ça vous permet un peu d'investiguer votre data lake assez facilement. Et juste pensez, si vous utilisez Zeppelin, à pas mettre de custom configuration pour Spark, parce qu'en général, de base, les configs par défaut pour Zeppelin marchent très bien. Donc vous prenez pas trop la tête là-dessus. Ça ressemble à ça, un notebook Zeppelin. Et ce qui a l'autre avantage, c'est aussi le fait que globalement, une fois que votre notebook il marche, vous pouvez quasiment copier-coller votre code derrière dans une step pour faire un job automatisé ou ce genre de choses. Et du coup, vous êtes super proche en fait du code nécessaire à faire run de la prod. Vous avez juste à l'encapsuler dans un process. L'autre app qu'on ne connaît pas forcément, c'est Ganglia. Ganglia, c'est une application qui permet de monitorer les clusters. Alors, c'est moche, mais c'est genre ultra efficace. Globalement, vous allez avoir un peu toutes les informations de votre cluster. Vous avez toutes les informations par nœud, sur les IO, sur ce genre de choses. Ça vous permet de voir, par exemple, si vous avez bien tous vos corps qui travaillent. Là, par exemple, on peut voir que j'ai 3 carrés orange. Donc en dessous, on a un peu le détail par nœud. Et au final, le seul nœud qui ne travaille pas, c'est le master. Bah, c'est normal. Donc du coup, ça veut dire que mon job, il parallélise bien sur tous mes nœuds. Et du coup, par exemple, si vous avez une data qui est skew, donc qui a, on va dire, énormément de clés, qui n'est pas balance entre ces différentes clés, là, vous allez voir tout de suite, puisque vous allez avoir 10% des carrés qui vont être orange, ou un carré qui va être orange, et tous les autres nœuds, ils vont rien faire. Donc vous savez qu'en fait, votre data, elle est skew, et il faut gérer ce problème-là. Donc c'est super efficace, ça permet de monitorer tous les clusters. C'est gratuit, ça change rien de le mettre ou de pas le mettre. Et c'est pareil que la Spark UI, vous y accédez en HTTP directement en faisant un petit tunnel SSH vers votre EMR. Tout est expliqué sur la console EMR, vous avez juste à copier-coller. C'est vraiment très efficace. Moi, je vois plus de EMR sans Ganglia maintenant parce que bon, on l'utilise tout le temps. Derrière, au niveau de la configuration de votre EMR, globalement, par défaut, il y a 3 choses qu'on va tout le temps faire quand on lance des steps sur notre EMR. C'est désactiver la dynamic allocation parce qu'on a envie de pouvoir customiser chaque step et globalement la dynamic allocation sur une step fait souvent pas, c'est pas ouf. Donc je vous conseille de la désactiver. Derrière, on active du coup le maximum ressources parce que par défaut, EMR réserve pas mal de ressources de votre cluster et du coup, vous ne pouvez pas utiliser toutes les ressources de votre cluster, c'est un peu dommage. Et derrière, l'activation d'EMRFS. EMRFS, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça va créer une table DynamoDB. Souvent, avec EMR, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre des datas dans S3, on va traiter la data, on va la repusher dans un S3, et potentiellement, un autre job va reprendre cette data, en faire autre chose, et la repusher dans un bucket. EMRFS, en fait, ce que ça fait, c'est que ça vous permet de vous assurer de la consistance de vos données. Parce que le problème, c'est que S3, lui, il va vous dire, c'est bon, j'ai bien tout pushé, quand la donnée, elle est répliquée 2 fois, dans 2 zones d'availabilité, alors que en fait, vous pouvez la voir que quand elle est répliquée 3 fois. Et du coup, ça rend le truc un peu fourbe. Ça veut dire que des fois, vous la voyez dans la console S3, mais si vous faites un list object de votre bucket, vous ne verrez pas vos fichiers. Et EMRFS, ça permet d'arrêter la step quand vous êtes sûr que la consistance a complètement été validée. Et du coup, vous êtes sûr que vous pouvez enchaîner avec un deuxième job qui utilise cette data. Faites juste attention, ça par contre, ça crée derrière en fait une table DynamoDB qui va gérer les index et tout pour voir la consistance. Et du coup, ça vous allez la payer. Donc, elle va se supprimer automatiquement quand vous tuez votre EMR. Mais ça, pour le coup, ça a un coût. D'où le fait que, alors je ne sais pas si là vous voyez, mais il y a des read capacity et des write capacity. Donc c'est le coût DynamoDB qui est sur Stra. Je vous invite à lire la documentation si vous voulez en savoir plus là-dessus. Ensuite, je vais vous parler un peu plus de Spark en lui-même, comment on le tune et les choses à faire attention. Donc Spark, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est un framework qui permet de faire assez facilement de la computation en parallèle sur plusieurs nœuds. En gros, il va créer des exécuteurs. Dans ces exécuteurs, il va se servir d'un graphe pour savoir où aller mettre les données. Et chacun va faire une tâche, va rapatrier les données, il va les redistribuer jusqu'à que tout soit fait. Et globalement, il optimise assez bien, ce qui vous permet, vous, de vous assurer que vous n'avez pas de perte de données, il n'y a pas de duplicata qui est géré, vous n'avez pas à gérer en fait, la parallélisation et les threads de votre cluster et de vos process. Ça paralyse pour vous, vous avez juste à utiliser les méthodes natives Spark. Globalement, l'une des premières choses à bien comprendre, c'est les exécuteurs. Donc, globalement, comment on tue les exécuteurs? Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut
désactiver le maximum allocation, le dynamic allocation. Sauf que si après vous customisez pas votre Spark, du coup, bah, ça va créer un seul exécuteur, ça va mal paralyser. Donc du coup, il faut bien comprendre qu'il faut derrière paramétrer vos steps Spark correctement. Donc globalement, ce qu'on dit, c'est que sur une machine, il faut essayer de laisser un cœur pour le système. Vous pouvez mettre entre 3 et 5 cœurs par exécuteur. En mettre plus, ça sert à rien. En mettre moins, ça sert à rien. Le mieux, c'est d'en mettre 5, 4-5. Donc globalement, il faut que vos machines elles soient aussi adaptées à ce split, parce que même si vous avez un cluster qui est vu comme une entité entière, lui ne peut pas mettre un exécuteur entre deux machines. Donc forcément, vous ne pourrez pas mettre 5 cœurs par exécuteur si vos machines toutes seules, elles ont 4 cœurs, même si vous avez 20 machines. Donc faites attention à ça. L'autre chose, c'est au niveau de la RAM. Globalement, on dit qu'il faut utiliser que 93% de la RAM de votre cluster. Vous divisez ça par le nombre d'exécuteurs que vous pouvez avoir en fonction du nombre de cœurs que vous avez alloués à vos exécuteurs. Et derrière, vous enlevez toutes les overheads et les choses que vous avez rajoutées par instance. Et faites attention sur EMR, si vous dit qu'il a 30 Go de RAM sur une machine, vous pourrez difficilement en allouer plus de 18-20. Parce que lui, il réserve plein de choses pour lui dans le système derrière. Et la dernière chose, c'est au niveau du parallélisme. Le parallélisme, en fait, c'est la valeur qui va vous permettre de paralléliser les traitements. Globalement, on se dit que à peu près un cœur a un facteur 2 de parallélisme et qu'en fonction du nombre d'instances de Spark que vous avez, vous multipliez ça par 2, ça vous donne votre valeur à peu près optimale pour le parallélisme. Et typiquement, pour écrire dans S3, après, c'est super parce qu'en fait, tout ce que vous avez à faire avant d'écrire, c'est répartir votre donnée, votre data frame par le nombre de parallélismes et vous êtes sûr que vous écrivez de la manière la plus optimale possible dans que ce soit dans HDFS ou dans S3. Du coup, quand vous lancez une step, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est les configs Spark qui permettent en fait de tuner un peu, de fine-tuner un peu tout. Donc vous retrouvez du coup ce dont j'avais parlé, le parallélisme, la mémoire par exécuteur, le nombre de cœurs par exécuteur, le nombre d'instances d'exécuteurs, plus un peu tout ce qui est overhead et driver. Donc du coup, si vous vous faites pas attention et que vous voulez pas customiser tous ces champs, du coup, il faut quand même que vous laissiez en activer la dynamic allocation. Sinon, pour le coup, ça marchera pas top. Ça marchera pas top. Le fait de faire ça, ça fait que des jobs qui prenaient 10 heures prennent 20 minutes et fonctionnent sur les mêmes tailles de cluster, hein, globalement. Donc c'est vraiment c'est assez impressionnant. Derrière, au niveau du code, là je vais un peu enfoncer des portes ouvertes, je vais sûrement rien vous apprendre, mais faites attention, surtout si vous faites du Scala. Scala, ça a tendance à cacher un peu la complexité algorithmique de votre code. Faites juste attention. Forcément, vu les volumes de données, dès que vous passez sur des N3, des hauts de N3 ou plus, globalement, ça va pas trop marcher. Écrivez votre code de manière itérative, c'est pour ça aussi que je parlais de Zeppelin, c'est très pratique pour faire ça parce que vous faites des petites cases, faites quelque chose de simple, puis une fois que ça marche, vous rajoutez des custom classes, vous rajoutez des classes abstraites, ce genre de choses pour rendre le code un peu plus flexible. Globalement, un job, il faut le voir un peu comme un script en V0. Vous faites tout ce dont vous avez besoin, ça fonctionne, ça fait votre besoin, et après vous itérez sur vraiment la qualité du code. Dans ce cas-là, on peut faire quand même vite beaucoup de fichiers, et vite quelqu'un qui arrive sur le projet ne comprend rien. Donc faites attention. Et la dernière chose, c'est faire attention à tout ce qui est les shuffle opérations. Les opérations de shuffle, c'est par exemple si vous faites un group by en utilisant les data frame Spark ou un reduce by key si vous utilisez les RDD. Globalement, c'est le fait que vos données, lui, il va les splitter par nœud. Donc vous avez genre 5 nœuds, donc on va dire par exécuteur même, il va avoir genre 5 exécuteurs, donc il va splitter votre donnée en 5. Vous dites que vous voulez grouper par une clé X, donc lui forcément il est obligé de reshuffle toutes les données dans tout le cluster. Et là du coup vous avez un gros spike réseau, donc faites attention à ça, il faut essayer de les éviter au maximum et de les faire vraiment quand vous en avez besoin, parce que souvent c'est ça qui prend le plus de temps dans votre cluster. L'autre chose que je voulais un peu évoquer, c'était la skew data. Donc la skew data, j'en ai parlé rapidement, c'est le fait d'avoir des clés unbalanced. Par exemple, si votre dataset, on va dire qu'il a que 2 plateformes iOS Android parce que vous êtes sur des events mobiles, par exemple, et que vous voulez grouper par ces clés-là, le problème, c'est que lui, vu qu'il va répartir grâce à la clé plateforme, du coup, il a que deux variables iOS Android et du coup vous avez potentiellement avoir que 2 exécuteurs qui travaillent même si vous en avez 1000. Donc ça, il faut faire super attention. Pour gérer ces problèmes là, il y a plusieurs solutions.
Soit vous pouvez faire, en gros, vous faites des tables temporaires où vous faites des filters, où vous mettez que les datas euh, qui ont, qui ont la catégorie que vous recherchez, la SKU data que vous recherchez. Vous faites votre jointure, vous faites tout ce dont vous avez besoin sur ces tables et vous refaites un union derrière de toutes les tables. Ça, ce sera beaucoup plus rapide parce que ça va spread sur tout le cluster votre compute. L'autre possibilité, c'est de resplit la data. Donc, c'est d'ajouter en fait un salt, ce qu'on appelle un salt aux clés. Donc, par exemple, vous générez un entier aléatoire de 1 à 100. Et à la fin de chaque fois qu'il y a iOS, Android, vous rajoutez ce salt, et du coup, vous groupez 2 fois. Et en fait, vous allez grouper une fois, ça va être ultra parallélisé. La deuxième fois, ça va forcément être moins parallélisé, mais par contre, il y aura beaucoup moins de data. Donc en fait, c'est ce qui va faire qu'au final, vous faites plus d'opérations de compute, mais comme vous paralysez ça sur tout votre cluster, ce sera beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est un peu les deux possibilités pour gérer de la data skew. Globalement, la data skew, c'est l'un des plus gros problèmes dans Spark. Vous ne pourrez jamais l'éviter complètement. Vous pouvez juste, du coup, trouver des contraintes et des choses comme ça. L'autre chose, c'est au niveau, quand vous écrivez des fichiers, quand vous voulez écrire des fichiers. La première chose, c'est partitionner vos datas. Donc le partitioning, c'est ce que quand je parle de partitioning, je parle un peu de Hive partitioning. C'est le fait de créer des dossiers en fait dans HDFS. Le naming, en fait, si vous mettez le nom d'une clé égale votre valeur de partitioning, après ça devient, si vous le crawlez avec un glue ou avec n'importe quel metastore Hive, ça devient une clé dans votre table en fait. Et du coup, vous pouvez la requêter dessus. Et du coup, vous êtes sûr que votre requête de lecture va lire uniquement les fichiers qui sont dans cette clé de partition. Donc ça permet de, quand vous avez des jeux de plusieurs terras, lire que un jour, si vous voulez lire que les fichiers d'un seul jour en particulier, si vous voulez lire que ce jour-là. Donc ça, c'est très efficace pour optimiser la lecture. Deuxièmement, c'est d'utiliser des fichiers, d'écrire de type compressé. Donc il y a plusieurs types de compression, Snappy, gzip, LZO. Globalement, moi, je vous conseille plutôt Snappy parce que c'est assez facile, c'est natif, et en fait c'est pas le meilleur taux, le rate de compression, mais au moins ça compresse vite, ça décompresse vite, et souvent on a cette problématique là plus que le rate de compression lui-même. Le storage, ça coûte pas si cher que ça. Et derrière, utilisez aussi des fichiers de format optimisé pour HDFS. Vous en avez plein, vous avez Parquet pour l'un des plus connus, du Avro, du Orc. Après, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire avec votre data. Globalement, le format de fichier va dépendre beaucoup de ça. Et enfin, il y a aussi quelque chose qui est un petit tips qu'on a vu, qui est... oui, alors pardon, donc créer des fichiers aussi par rapport au parallélisme, et créer des fichiers gros, c'est mieux. Entre 500 mégas et 1 giga le fichier, ça va être les tailles à peu près les meilleures. Globalement, il faut se dire que si vous avez trop de petits fichiers, ben en fait, vous n'arriverez pas à amortir votre bande passante et vos requêtes HTTP pour aller les chercher. Et si vous avez des trop gros fichiers, vous ne pourrez pas paralléliser non plus le load. Donc globalement, en général, prenez le parallélisme que vous avez dans votre cluster pour déterminer le nombre de fichiers. Et en général, avec la taille de cluster, si vous le tunez bien et le sizez correctement, ça ne devrait pas poser de problème. Et la dernière chose, c'est de toujours avoir une step qui, quand vous voulez écrire sur S3, si votre job Spark écrit directement sur S3, souvent c'est assez lent, ça parallélise mal, c'est très difficilement optimisable. Et en fait, si vous écrivez dans HDFS sur votre cluster, et qu'après vous pouvez lancer, en fait vous pouvez faire une commande qu'on appelle dist S3CP qui prend le HDFS et le copie dans S3. Globalement, ça fait passer les parties d'écriture de 35 minutes à 12 secondes, un truc comme ça. Donc genre, n'hésitez pas, vous avez juste à inclure Hive dans les applications du cluster, comme ça vous avez HDFS qui est tout configuré pour vous. Quand vous écrivez à la fin en target, vous mettez juste HDFS la clé, et derrière dans le dist CP, vous mettez en source votre lien HDFS, en target votre bucket S3, et lui il va automatiquement générer ce qu'il faut pour copier vos fichiers de HDFS à S3, et ça multiplie par beaucoup la vitesse d'écriture sur S3. Enfin, en gros, s'il y a quelques trucs à retenir vraiment, essayez d'automatiser la création de vos EMR quand vous en créez beaucoup, parce que comme ça, en fait, vous vous embêtez à créer une fois une calculette qui gère le tuning, la config, ce genre de choses, et du coup, après, vous vous prenez plus la tête. À chaque fois que vous créez un EMR, il est nickel aux petits oignons, et du coup, vous pouvez vraiment vous focus sur les steps en elles-mêmes, les jobs, ce genre de choses. Globalement, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'en suivant toutes ces bonnes pratiques,
on divise entre 2 et 10 le temps de processing. Des fois, c'est assez impressionnant. On met moins longtemps avec 3 instances, avec 3 serveurs, des jobs où avant, il y avait 20 serveurs. Donc, c'est assez impressionnant. Et derrière, vraiment, globalement, l'un des trucs qui est au final le plus complexe dans la data, c'est vraiment la partie monitoring. Donc, genre, si vos data, elles sont mauvaises, forcément, vos décisions, elles seront mauvaises. Et, au niveau de la documentation, votre data catalogue, etc., il existe des solutions, que ce soit SaaS, open source et tout. Faites quelque chose parce que l'objectif, c'est que vous, vos data analystes ou tous les gens qui veulent explorer votre data, ils n'aient pas à venir vous voir pour savoir ce qu'il y a comme data, où elles sont, quels sont les champs, c'est quoi les types de champs. Et vous voulez vraiment qu'ils aient de l'autonomie là-dessus. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, Arnaud. Les EMR, tu as enlevé le dynamic allocation. Oui. En plus, tu as fixé toutes tes EMR. Quand vous lancez un jeu, au début, il n'y a pas grand monde qui l'utilise. Ensuite, Oui. il y a un pic. Ensuite, ça a un déclin. Oui. Là, en plus, tu es en train de dire il faut diviser par le bon nombre de fichiers en fonction de votre cœur. Donc, vous avez vraiment du fine-tuning. Quand on fait du fine-tuning, au bout d'un moment, vu que les data évoluent, le fine-tuning est plus si fine. Mais en gros, nous, ce qu'on a, c'est qu'on a créé une espèce de petite calculette qui a un peu toutes les règles métiers que je viens d'expliquer. Il va lister en fait le bucket source des data du job qu'on veut processer. Il va regarder la taille et en fonction de la taille du job, il va prendre le bon nombre de machines, les bons types d'instances, il va gérer les steps. Et en fait, ça fait un peu genre usine à gaz ou complexe. Mais au final, quand vous comprenez bien les règles, en 1 ou 2 jours, vous l'avez fait la calculette. Et si vous utilisez Airflow, vous avez des opérateurs qui créent les EMR, vous avez juste à remplacer des strings. Et si vous utilisez le SDK, c'est encore plus simple. Donc franchement, il faut vraiment se dire, passer 1 jour ou 2 à créer ces espèces de calculettes qui listent les buckets en entrée. Quand vous listez un bucket, vous pouvez récupérer juste la taille. Donc vous récupérez la taille de vos fichiers, vous regardez la taille, et en fonction de la taille, vous faites des règles. Alors des fois, il y a 2-3 règles qui sont un peu au doigt mouillé, vous itérez 2-3 fois. Mais, et nous, on a fixé les types d'instances à des I3. Donc en fait, comme tu n'as que des I3, bah en fait, soit c'est X large, 2X large, 4X large, 8X large, et on optimise toujours pour qu'à partir du moment où on peut avoir 3 instances plus grandes que la gamme d'en dessous, on va focus celle-là en premier. Et après, en fait, en fonction des instances, on a bloqué le nombre de cœurs par exécuteur, la RAM par exécuteur, et après, tu appliques juste les règles, quoi. Et ben, merci à tous. Merci. Ok, alors je viens vous parler d'une approche vraiment radicalement différente. Ça revient sur ce qu'on disait. Moi, j'ai pas la volumétrie du tout de vous. Du coup, c'est une approche beaucoup plus simple. Alors, du coup, je vais prendre juste contour un instant. Ouais, voilà. Hop, je suis plus petit, donc effectivement, c'était plus adapté. Alors, c'est une fintech. Donc, en gros, on propose un compte bancaire pour les entreprises et aussi les indépendants, on va dire PME, ETI. On a lancé il y a à peu près 2 ans et voilà, vous voyez qu'on a des boîtes qui nous utilisent, mais on a aussi permis les créations de boîtes parce qu'on a un workflow qui permet de déposer le capital en même temps qu'on crée la boîte. Donc, on est dans 4 pays et on est bientôt 200 personnes. Voilà. C'est fini pour la présentation de ça. Alors moi je vais juste être encore plus large sur comment je vois le data engineering, mais bon finalement vu ce qui s'est déjà dit, je vais aller très vite là-dessus et je vais ensuite aller dans quels composants on utilise chez Conto en data engineering. Et en fait nous on a un data mart. Dans la typologie, j'expliquerai peut-être un peu ce que c'est et surtout ce qui nous intéresse, tester. Parce que, comme on l'a dit dans la présentation précédente, c'est possible d'itérer en testant sa requête Spark ou SQL et on se dit ouais, elle est bien, mais en fait finalement comment on s'assure que vis-à-vis des données qui changent, vis-à-vis des use cases, elle se tient bien dans le temps, quoi. Et en gros, je dis que des tests permettent une fiabilité. C'est vraiment la même chose qu'en software. Du coup,
Le data engineering, bon, finalement, c'est jamais que des pipes. On achemine la donnée et on la transforme et ensuite on peut la stocker, quoi. Donc finalement, c'est vrai que là, je suis à un très haut niveau, quoi. Mais bon, nous, ce qu'on fait aussi peut-être parfois, c'est la pousser vers des données externes parce qu'on a toute une galerie de providers avec lesquels il faut traiter. Par exemple, je pense à Salesforce. Peut-être que vos sales veulent derrière se dire « Ah non, mais j'aimerais bien avoir une vue custo pour toutes les boîtes de telle cohorte et je veux que ça apparaisse dans Salesforce. » En fait, finalement, il va falloir brancher ça à l'ETL d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc, mais pareil avec votre customer support, s'ils veulent pousser dans Zendesk des infos spécifiques sur la qualité, par exemple, d'une entreprise, et peut-être qu'ils auront une réponse différente si ils trouvent que c'est un bon ou un mauvais client, quoi. Voilà. Alors vraiment là, c'est basique sur où le warehouse se place dans les données chez nous. Donc on a des données externes, donc je parlais de Zendesk, Salesforce, mais finalement vous avez toute une galerie de SaaS dont vous pourriez vouloir récupérer les données, et il y a des ETL sur étagère qui vous proposent des connexions directes à ça, ou vous pouvez le faire vous-même. Franchement, bon. Le choix est vite fait pour ça. Et les event tracking, donc finalement les events in-app, via Segment, différentes choses que vous pouvez avoir, et là, vos bases de données. Donc nous, on fonctionne avec des microservices, donc on se retrouve très vite avec 10, 20, 30, 40 bases de données et les modèles qui vont avec, et en fait, il va falloir loader ça dans votre warehouse. Donc contrairement, nous, notre warehouse, c'est vraiment la spécificité qui m'amène aussi à parler aujourd'hui, c'est pas un warehouse de cloud provider, c'est Snowflake. Et du coup, ça s'intègre un peu comme les autres, mais c'est vrai qu'il y a des petites différences. Et je reviendrai là-dessus dans comment on fait des tests sur Snowflake. Et la consommation, nous, on utilise un outil sur étagère qui s'appelle Metabase, mais il y a des accès directs en BI. C'est possible même de faire... il y a un connecteur Spark, tout est possible. Mais la dernière partie, c'est les requêtes custo qui tournent dans un outil qui s'appelle Datamart. Voilà. Alors, cet outil-là, bon, c'est un ETL, en fait. Vraiment, il n'y a pas de mystère, mais en fait, ce que fait cet ETL de peut-être différent, c'est que derrière, les résultats sont directement utilisables par le business. Du coup, c'est soit des instantanés, parce que j'ai eu par exemple des demandes, ah là là, mais finalement, on n'a pas de vue événementielle. Alors depuis, peut-être qu'on a posé un Kafka et on a des vues événementielles sur l'évolution des données à travers le temps, et on peut remonter, mais en attendant, j'ai dû pousser quelque chose qui prend des instantanés les données et les pousse dans le warehouse tel quel, quoi. Je pense qu'il y a plein de manières de le faire. Sûrement la mienne n'était pas parfaite. C'est vraiment catastrophique ce que je fais là, je suis désolé. Et sinon des agrégats. Mais alors là, c'est vraiment beaucoup plus l'utilisation classique de se dire, voilà, j'ai le business qui vient avec, je veux avoir le tracking précis du revenu, et finalement derrière le modèle de données et toute la myriade de décomposition de ce revenu et demande pas mal de data modeling. Et une fois qu'on est d'accord sur la définition, ça passe dans cette moulinette là, quoi. La destination est ce Datamart. Un SQL, comme ça, peuvent l'intégrer facilement et le consommer facilement. Alors, la manière dont je l'ai fait et la manière dont on le fait en fait pour pouvoir le tester, c'est que derrière les modèles de données de destination, ils sont définis, ils sont versionnés, ils sont accessibles via un ORM, tout ça en Python, hein. Du coup, c'est une contrainte forte, j'en ai bien conscience, mais c'est ça qui permet de les tester. Donc, si je reprends la boucle, ça vient faire ces requêtes en SQL, cette transformation elle peut être en SQL ou comme on l'a dit précédemment, elle peut être en Pandas. Et derrière, c'est loadé via l'ORM dans la target, qui est en fait une base de données, ou qui peut être le warehouse, quoi. Voilà. Alors là, c'est juste un modèle de requête. En gros, là, je m'intéresse et je me dis, voilà, en violet, il y a une requête qui est du SQL. Elle join sur une table, mais à la fin, c'est un agrégat, puisqu'avec ce group by, et je veux juste savoir le nombre de cartes à une date précise, par chaque date précise pour chaque organisation. Alors la petite spécificité, là, c'est qu'il y a un filtre avec StartTN qui ont alors là, c'est un flavor SQL Alchemy, hein, donc ça serait sûrement vraiment différent dans d'autres langages et avec un autre ORM. Mais ça permet de filtrer, d'avoir en fait des requêtes à paramètres. Voilà. Et ensuite, derrière la requête, elle dit sur quelle base elle travaille, sur quelle est la requête, et derrière où elle va écrire. Donc ici, c'est un modèle de données qui s'appelle card possession. Alors du coup, comment est défini card possession ? En fait, comme vous le ferez en Django, comme vous feriez
du coup là c'est du SQL chimie, mais finalement elle est définie avec ces types, ces champs, les contraintes de base, et en fait derrière vous avez toute la puissance de la vérification que fait un SQL. Voilà, alors c'est vraiment une philosophie totalement différente de ce qui est vu avant, je pense que pour une petite volumétrie, c'était adapté. Voilà. Alors, comment on teste? Parce que finalement, c'est ça qui m'a amené à parler aujourd'hui. Donc, moi, je pars du principe que finalement, la requête SQL, que là, on vient de voir, c'est là où est la valeur, quoi. On veut passer c'est là où il faut passer du temps. Le reste, ça doit vraiment être un no-brainer. Donc, moi, j'ai pris un warehouse sur étagère parce que je voulais pas passer de temps à faire ça, et que du coup, finalement, les requêtes et la modélisation des SQL soient le plus importantes. Enfin, voilà. Du coup, moi, je veux quand même m'assurer que ces requêtes, elles compilent, que les colonnes qu'on a mis en sortie, je sais pas, les noms, les types sont cohérents, et que derrière, ça se comporte comme je l'attends, en fait. Et bon, le dernier point étant le plus important, hein. Les deux premiers, on va dire, c'est un peu plus trivial. Ok. Alors, du coup, il y a... Exactement comme en software, il y a une typologie de tests. Bon, alors les tests, je veux dire, vous pouvez avoir des gens dans le software qui font des conférences entières sur les types de tests. Je ne vais pas vous prendre la tête avec ça, mais je suis tout à fait ouvert à un débat sur qu'est-ce qui est unitaire, qu'est-ce qui est intégration, qu'est-ce qui est black box, white box, mais on va juste dire que finalement, je vais tester les briques fondamentales à part, sur des requêtes un petit peu basiques, sur des requêtes même synthétiques. Derrière, je vais utiliser les vraies requêtes de prod, et là, je vais les passer, les faire tourner sur un dry run, enfin en tout cas sur un endroit où il n'y a pas de données, puis après, je vais insérer des données, on va dire, favorables, et dernièrement, ensuite, je vais pouvoir faire des tests sur des données moins favorables. Alors, donc je vais tester cette conversion de paramètres dont je vous ai parlé avec le start et end. Je vais vérifier que ça marche, que si j'envoie certains types de paramètres, il y a des crashs attendus ou d'autres qui marchent. Ensuite, je vais vérifier que toutes mes bases de données existent et que je suis connecté, et qu'il y a une cohérence dans tout par rapport au modèle. Et après, je vais vérifier que la séquence que je peux faire d'insert, d'update, de delete dans ce que je veux faire ensuite dans cette requête marche. Et si jamais j'ai une exception par exemple, j'ai mal fait mon truc, ma requête elle me sort des doublons alors qu'elle s'attendait à avoir un truc dédoublonné, en fait je veux gérer ça à cette étape là, quoi. Alors du coup, qu'est-ce que je fais pour le tester? Je me mets, c'est exactement comme en software, j'ai une factory avec des tests, un test avec des données synthétiques, en fait. Du coup, en fait, qu'est-ce que je fais? Je définis mes données existantes et je dis, voilà, exactement ce modèle de données, voilà le schéma, et voilà exactement ce que je vais faire. Donc du coup, dans mon cas précédent, je vais vous montrer ensuite, mais c'est juste exactement comme en software, des factories, en fait. Ensuite, je les ajoute, je fais tourner ma requête et je vérifie effectivement ce que ça a donné, quoi. Et ensuite, en fait, pour s'intégrer dans une logique de test suite, je supprime tout, pardon, pour que le prochain test se retrouve de nouveau dans le même cas de figure. Bon, c'est une évidence, mais finalement, ça demandait un peu de boulot. Le boulot, du coup, à la fin, moi, j'ai ces deux tables, Bank Account, Card Transactions, et j'ai les schémas, en fait. Je dis juste quelles sont les tables, quelles sont les colonnes que je vais accéder, et auxquelles je vais accéder. Ensuite, j'ai la donnée, et je dis, voilà, fais-moi un bank account de tel type. Alors, j'ai une factory qui s'appelle account, et j'ai une factory qui s'appelle card, et après, je joue avec ça, quoi. Donc là, j'ajoute deux cards et un account, et les cards sont sur le même account. Bon, c'est pas très important, mais ensuite, il y a le test. Alors, le test utilise PyTest, c'est aussi assez classique. Et alors, peut-être la spécificité de PyTest, c'est qu'il y a des fixtures. Alors, les fixtures, en fait, il faut voir ça un petit peu comme des classes qui aident à mener les tests, un petit peu comme vous auriez... c'est des add-ons que vous faites pour que la suite de tests se passe bien. Bon, en fait, ce que ça fait, c'est que c'est comme du contexte. Ça met le test dans un contexte particulier, et après la fin du test, quel que soit, hein, même si vous avez des erreurs de syntaxe normalement dans le test, ensuite ça exécute des clean-ups, ça exécute des callbacks que vous voulez. Du coup là, je dis juste, quoi qu'il arrive, supprime-moi tout ce qu'il y a dans card possession, parce que je vais, dans le bon cas, normalement, insérer des choses dedans. Ensuite, pour me mettre dans un contexte de test, je lui fais cette exécution du fixture contexte.
Et ensuite, je dis insère-moi les données, donc DB insert fixture, les données qu'on vient de définir. Ensuite, je fais ce que j'ai à faire. Donc là, je fais tourner mes requêtes et ensuite, je vérifie qu'effectivement, c'est tout le but du plan de test, pardon, que apparaissent bien les données que j'avais voulu, quoi. Voilà. Alors, bon, le monitoring, il vient avec la suite que vous avez. Donc, bon, si on parlait d'Airflow, voilà, vous avez Airflow, mais finalement, là, moi, j'ai juste des workers celery. Du coup, j'ai ce qui vient avec la suite, ça s'appelle Flower. Mais bon, après, vous pouvez brancher un APM, vous pouvez brancher un bug tracker. Donc moi, j'ai Sentry et du coup, derrière, je peux voir exactement les contextes de ce qui s'est passé quand ça échoue. Et donc, l'intérêt, et c'est toute l'approche itérative du test, si jamais ça bug, vous avez... vous pouvez essayer de mettre en place des choses de retry, mais finalement, vous allez avoir le contexte dans lequel ça a craché. Vous pouvez extraire les données, finalement, soit en vous connectant dans une instance de staging, soit en faisant du SQL. Vous allez reproduire en local avec ce dataset-là. J'espère, je croise les doigts, résoudre le bug. Et ensuite, vous pourrez, et c'est vraiment tout l'intérêt, rajouter un nouveau test qui vient contrer ce bug-là pour qu'en fait, finalement, il n'arrive plus jamais, ou en tout cas, que votre code soit résilient à ça, quoi. Voilà. Je fais juste une toute petite passe sur comment on fait pour faire ça en local. En fait, le test en local, il reproduit la stack qu'on retrouve en prod. Donc, c'est un Docker Compose avec toute la stack. Alors, pourquoi il y a aussi un truc synchrone? C'est des routes pour pouvoir déclencher des tâches. On va dire que c'est vraiment très semblable à ce que Airflow propose, en fait. Vous pouvez faire ça, en fait... on pourrait très bien l'intégrer dans un Airflow et faire que le test avec le worker. Ensuite, vous avez une instance Postgres, et c'est là où vraiment est le nœud. Vous voulez avoir toutes les réplicas de toutes vos bases en local, et donc finalement, il va falloir un petit peu de travail pour ça. Et après, vous avez toute la stack locale pour pouvoir répliquer. Mais vous pourriez imaginer faire la même chose avec un staging, et vous connecter à votre instance de staging en prod dans le cloud, et finalement avoir tout cet environnement-là qui tourne, et avoir une commande de build qui met à jour vis-à-vis d'une branche de code, où voilà, il y a pas mal de manières de faire. Ça, c'est la version locale, mais il y a pas mal d'approches. Donc, du coup, comment je fais pour Postgres pour répliquer? En fait, je me connecte à la prod, je fais un dump de schéma, je copie ce schéma en local dans mon repo. J'ai une image Postgres qui a juste un Dockerfile qui lui dit, voilà, monte-moi quand tu démarres ces schémas. Et du coup, il démarre avec déjà, sans données, mais tous les schémas des bases de prod. Voilà. Et... chaque requête dans cette configuration PG, donc SQL classique, vous pouvez remplacer PG par n'importe quel autre flavor type MySQL ou même Oracle. Et derrière, vous avez cette fixture que je vous ai présentée pour rajouter les données. Alors, le truc vraiment spécifique au choix de Snowflake comme warehouse, c'est que Snowflake fonctionne avec une distinction entre le software, l'exécution et le stockage. Alors, les exécutions sont des warehouses et c'est scalable autant que vous voulez. Et le stockage sont des bases de données assez proches, on va dire, de ce qu'on fait en PG. En tout cas, c'est ANSI compliant, donc vous êtes à peu près bon pour le SQL. Mais là, moi, ce que je fais, c'est que je fais un warehouse, donc une unité de calcul dédiée, et je fais une base de données dédiée. Et en fait, je vais porter le schéma de données qui a déjà en fait dans mon warehouse, je vais juste de manière automatique aller le copier dans cette instance-là régulièrement pour en fait que ça soit agnostique, pour que ça soit la même. Et ensuite, l'intérêt c'est que ces requêtes peuvent aller taper dans en fait toutes les ressources qu'il y a. Voilà. On pourrait aussi imaginer que je pourrais faire avoir un job de dump anonyme, mais là l'idée des tests c'est de démarrer avec un schéma vide pour pouvoir insérer nos propres données. Voilà. Et la fixture est la même. Donc voilà à peu près ce qui se passe. Je crois que c'est à peu près tout là-dessus. Merci en tout cas. Ouais, non, si vous avez des questions, ouais, effectivement, mais je disais juste ça pour l'ordi. Peut-être sur même critiquer cette approche, j'en sais rien, moi je suis très ouvert à
n'importe quoi. Non. Ouais. Ouais. Alors, je fais 100 données en fait quand je le réplique, mais là, je suis en train de penser à faire une sorte de version intermédiaire en staging avec des données anonymisées. Mais du coup, c'est vrai que l'étape d'anonymisation, il faut du data modeling et en plus un job. Et là, peut-être qu'au fond, je pourrais complètement avoir l'approche de la faire par Glue directement dans AWS, puisque ça serait un truc, comment dire, enfin, pas Glue, mais bon, bref, un environnement comme ça. Alors, ok. Snowflake fonctionne bien avec S3 dans un sens et dans l'autre. Ils ont des espaces qu'on appelle des espaces de staging, c'est-à-dire que en fait, c'est un peu un vase communicant entre les deux. Du coup, tes fichiers parquet de sortie de même de tes jobs Spark ou de sortie de Glue, de l'ETL, n'importe lesquels, tu peux les monter. Peux les monter avec une comment ça s'appelle, copie ou avec un asynchrone qui s'appelle Snowpipe. Donc, ça marche bien dans les deux sens comme ça. Maintenant, c'est via S3. Je crois pas qu'il y ait de moyen de piper des données autrement que comme ça, à moins d'aller. Oui. Oui, voilà, tu pourrais imaginer ça, ouais. Et tu pourrais les sauver en parquet ou pour avoir un dump ou même en CSV si tu acceptes d'être un peu glouton, quoi. Enfin, mais effectivement, voilà. Et ça accepte aussi le schema on read. Mais bon, schema on read implique data catalogue quelque part. Du coup, bon, tu gagnes à un endroit ce que tu perds à un autre, quoi. Mais ouais, voilà, on peut complètement dériver sur Snowflake. Il n'y a pas beaucoup de gros clients Snowflake en France. Du coup, je suis toujours content de parler d'eux si vous avez des questions là-dessus. Ouais. 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 Un test un peu smokescreen, un test à grande échelle, quoi. T'imagines que je le fais tourner en entier, de l'extérieur, je regarde ce qui se passe. Oui, tout à fait. D'accord. Ce que je fais, ouais, non, je le fais pas. Je fais tourner la tâche en entier, mais je reste quand même dans le contexte d'exécution de mon runtime. Donc, je triche un peu, c'est sûr. Je fais pas exactement ce que tu dis, mais des tests même encore plus violents à la monkey test façon Netflix, d'avoir tout un runtime, de faire tomber des choses, vérifier que ça marche. C'est vrai que ça, c'est des tests géniaux, mais je t'avoue que je les fais pas, ouais. Après, c'est pas pour le faire à monkey ou autre chose. D'accord. C'est surtout pour voir si la CDCI elle supporte la régression à ce moment-là aussi. Oui, c'est vrai que le déploiement, j'en ai pas parlé, je voulais faire un slide au début, mais le déploiement... le test basique qu'on fait en déploiement, c'est qu'on lance et on vérifie sur un probe qu'il tourne. Mais c'est vrai que si jamais ça crache, ça repart dans l'ancienne version parce que ça garde les... Enfin bon, bref, là, je ne suis pas un roi du DevOps, mais bon, voilà, ça continue à faire ça. Maintenant, c'est vrai qu'on pourrait imaginer de tester le déploiement en staging, en fait, finalement. Maintenant, le staging, il faudrait avoir, on en revient à ton autre question, des données avec suffisamment de volume pour pas que ça soit ridicule. Parce que finalement, les tests at scale, on sait tout ce que c'est de faire un travail sur un petit volume et après, derrière, arrive le gros volume et c'est plus la même histoire, quoi. Donc, moi, j'ai fait des patchs, ça me paraissait génial sur le papier. Le truc, je l'envoie, au bout de 10 minutes, c'est complètement craché parce qu'il y avait plein de cas que j'avais pas vus. Donc, ouais, ça suppose, ce que tu dis, de quand même avoir un dataset très réaliste. Et du coup, ça je l'ai dans les tuyaux. Promis, la prochaine fois, je l'ai fait, quoi. Merci. Alors, du coup, objectif, parler d'un peu d'architecture Microsoft. Parce qu'on a parlé beaucoup d'open source, c'est bon, ou de AWS, ça n'a rien à voir avec de l'open source. Et donc, ce serait dommage de ne pas faire un peu de vraie technologie. Donc, pour ça, j'ai emmené un client avec moi. Ça se voit, il a des chemises et tout. Et donc, l'idée, c'est de vous expliquer un peu comment on en est arrivé à choisir ce type de technologie, comment on l'a implémenté et quel est le besoin qui a poussé un peu tout ça aussi. Et en terminant par un peu de démonstration aussi de ce qu'on fait
avec des technos qui se retrouvent avec ce dont on a parlé, vu qu'on va parler un peu de Spark, on va parler un peu de distribution aussi sur des bases MPP, on va parler un peu de choses comme ça. Ce ne sera pas complètement que des démos obscures avec des produits Microsoft classiques. Donc, en 2 mots, je me présente. Donc, moi, je suis Chogé Charles-Henri, MVP Microsoft, forcément, du coup, vous l'aurez compris un petit peu. Je fais partie d'une coopérative, donc on vend pas mal de salades, ce qui marche pas mal avec Microsoft aussi. Donc, un groupe d'une 20aine de personnes aujourd'hui, avec un modèle social un peu différent. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une coopérative, je vous invite à vous instruire sur le sujet, surtout que dans le monde de la tech, c'est plutôt adapté finalement. Vu que travailler ensemble, c'est souvent ce qu'on veut faire initialement, et puis après, on veut tous gagner beaucoup d'argent, et c'est là où ça marche plus trop, à part si vous faites des coopératives. Bref. Ouais. Et donc le client, donc Guillaume Bissian, moi je suis responsable de la BI pour le groupe Air Liquide. Donc c'est un jeune groupe de 120 ans bientôt. Voilà, on présentera les grands chiffres et puis le besoin juste après. C'est moi qui enchaîne, c'est ça? T'es pas une start-up en fait? Non, je suis pas une start-up, je suis en minorité. Ok, bah justement, donc voilà, donc juste pour avoir un peu le contexte, donc Air Liquide c'est une boîte de 66 000 employés, on est dans 80 pays, 21 milliards de chiffre d'affaires. 2 milliards de net profit et 3,6 millions de clients et patients. Donc on est en fait dans beaucoup de métiers. Donc vous nous voyez peut-être sur l'apnée, les gaz médicaux. On fait aussi des usines qu'on colle côté des raffineries pour leur fournir des gaz industriels. En fait, on est l'un des leaders mondiaux des gaz industriels. Vous nous trouvez dans votre salade en sachet, vous nous trouvez dans vos écrans plasma. Voilà, on est un peu partout, mais vous ne le savez pas. Et dans le carburant d'Ariane aussi, qui est un peu plus sexy que salade en sachet. Ou votre bière aussi, ce qui est mieux. Ok, ça c'est le contexte. On a lancé, en fait, on s'est mis en toute transparence à la BI assez tard, c'est-à-dire qu'on est un groupe qui, par nature, était très local, business local, donc on n'avait pas une approche BI globale, on avait beaucoup de BI local, jusqu'à il y a 3 ans où on a lancé notre initiative. Et donc l'idée, qui a été lancée par mon prédécesseur, c'était d'avoir une plateforme BI at scale, à l'état de l'art, parce qu'on avait aussi beaucoup de choses assez vieilles, et ce qui fait qu'on a démarré beaucoup plus tard que la plupart, mais je pense qu'on a du coup une plateforme qui est voilà, complètement à l'état de l'art et qui suit cet état de l'art. L'objectif métier, il était triple. Le premier, c'était déverrouiller la valeur des données de l'entreprise. C'était assez siloté dans les organisations, en local, et ce qui fait qu'au niveau groupe, on n'avait pas forcément toujours la vue, et surtout, on voulait pouvoir croiser un petit peu plus les données. Donner l'accès à la donnée aux utilisateurs et rendre les KPI plus actionnables. En fait, concrètement, ce qui se passait dans le groupe, c'est que pour un même KPI, donc je sais pas, le nombre de patients, par exemple, dans un pays, on allait arriver à avoir 3 valeurs distinctes suivant à qui vous parliez, quoi. Et suivant une présentation PowerPoint, un document Word et un document Excel. Donc pour le management, c'est un peu compliqué parce que du coup, on ne sait pas quel est le bon chiffre. Donc l'idée, c'était voilà, de pouvoir déjà fournir des standards de KPI et que les utilisateurs puissent les réutiliser et en gros les exploiter différemment ou mieux. J'atterris un peu directement à là où on en est aujourd'hui, parce que je ne le présente pas trop dans les slides. En gros, aujourd'hui, notre plateforme BI, c'est devenu une plateforme d'innovation. C'est-à-dire que nos utilisateurs, qui sont des gens plus comme moi, donc pas des techs, aujourd'hui, en gros, c'est des gens qui vont faire du contrôle de gestion, des commerciaux, etc. Ils vont travailler la donnée, chercher, croiser la donnée eux-mêmes et trouver de la valeur derrière cette donnée. Et derrière, on va utiliser nos équipes pour industrialiser leur innovation, en gros. Et c'est tout l'apport qu'a notre infrastructure actuelle. Et le troisième, c'était rationaliser. Forcément, quand on a 10 outils de BI différents, ça coûte moins cher d'en avoir qu'un seul, parce que déjà, on a des compétences mutuelles, des coûts un peu at large. Donc voilà, troisième objectif. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Il y en a peut-être plus pour lui que pour moi, mais n'hésitez pas quand même. Donc le modèle, ça a été de prendre des licences Power BI Pro. Donc je ne sais pas si vous connaissez bien le modèle. Ouais, je peux tomber de tous les côtés, c'est terrible. Donc le modèle Power BI, donc en gros l'idée c'est de faire de la data visualisation et de l'analyse de données via l'outil qui est assez puissant pour des utilisateurs un peu standards. Microsoft le voit un petit peu comme le futur d'un, on va dire, hybride entre Excel et PowerPoint. Et nous, c'est vraiment l'usage qu'on en a aujourd'hui. Donc le Power BI Pro, ça permet à chacun de nos utilisateurs de se brancher sur les données, de publier des rapports, de les partager avec d'autres. Donc un peu vraiment dans une approche collaborative, plutôt qu'une BI très centralisée, où on contrôlerait l'ensemble, on développerait l'ensemble en interne. On est plutôt sur une approche un peu fédérée.
Donc aujourd'hui, on a 10 000 licences à peu près, enfin 11 000 même à date. Je pense qu'on montera à 20 000 d'ici la fin de l'année, et puis on aura atteint à peu près l'équilibre versus 65 000 employés, sachant qu'on a quand même des gens qui conduisent des camions, qui poussent de la bouteille, etc. Ça n'a pas de sens qu'ils aient du Power BI, quoi. Donc, en gros, le business analyst, il va pouvoir conduire des analyses ad hoc, donc que ce soit sur de la donnée dite corporate, c'est-à-dire des trucs vraiment où on a la même vision de haut en bas de l'organisation, et c'est du coup de la donnée qui sert à la fois à notre PDG et au patron d'une filiale, ou alors sur ce qu'on a appelé le BI for Operations, qui est des choses qui sont plus entre guillemets techniques, donc où le management ne va pas en sortir de la valeur, mais où dans les opérations, ils vont trouver de la valeur. Par exemple, de la logistique, par exemple, sur ce qu'on appelle du filling de bouteilles, etc. Donc ils vont pouvoir exploiter ces données, les croiser, donc à la fois de la donnée corporate avec de la donnée locale, par exemple, ça peut être utile de rapprocher mon chiffre d'affaires d'entité versus une donnée hyper tech, bon, même si elle n'est pas tant que ça, mais de combien de bouteilles j'ai rempli sur mon année, quoi. Et donc, trouver de la valeur autour de ça. Aujourd'hui, on a de plus en plus de use cases où on a des gens hyper business qui donc croisent ces données comme ça et identifient de la valeur qui se chiffre en millions parce qu'en fait, on identifie des vecteurs de façon d'adresser nos marchés ou même nous-mêmes en interne de fluidifier nos méthodes de travail. Et là, très industriel. Donc en gros, les utilisateurs locaux peuvent développer ça. Donc BI for Operations, c'est déjà un peu structuré. Et Sales BI, c'est tout un chacun qui prend son Power BI, qui se connecte et qui fait ces choses. Donc en fait, on est dans une mouvance, si je prends la direction innovation, où je pars en Self BI, moi je suis tout seul dans mon coin, je peux me connecter aux différentes données qui me sont disponibles et qui sont exposées, les croiser, modifier la façon de les regarder, voir comment les KPI core sont calculés et m'aligner sur ce calcul, pour pas que, en gros, la façon de calculer, on en parlait tout à l'heure, un chiffre d'affaires, ça peut effectivement se calculer de plein de façons différentes, qu'on calcule tous de la même façon, et comme ça on a tous la même vision, on exploite la même donnée. Et ensuite, ça va bouger vers quelque chose de plus industrialisé. Voilà, donc ça c'est un peu la même chose, c'est l'approche. Donc en gros, on intègre les données via, donc on source d'un lake, on le charge dans un data warehouse. On a plusieurs data warehouses parce qu'en fait, on n'a pas chez Air Liquide un metadata model qui nous permet de tout croiser. Alors soit parce qu'on n'est pas à ce stade de maturité, soit parce qu'on n'a aujourd'hui pas trouvé ce metadata model. C'est aussi pour ça qu'on n'est pas parti sur un Snowflake à l'heure actuelle. Et on le distribue ensuite dans des data marts qui sont beaucoup plus spécialisés sur les modèles qui sont exposés. Et là où des API users vont pouvoir les consommer. Et enfin, dans la partie restitution, Power BI, où ils vont aussi pouvoir les consommer en se connectant à des cubes multidim, tabulaire plutôt, SSAS, puisqu'on est en full pass sur l'ensemble de notre infrastructure. Je consomme beaucoup de ton temps, là, c'est ça? Il me reste 1 minute, j'ai encore 3 slides, tout va bien. Voilà, donc approche fédérée, on a un centre de compétences, donc en gros, nous, on est une petite équipe, on est une douzaine de personnes et on couvre l'ensemble, après avec les équipes locales qu'on aide un petit peu aussi. Next step, Dataflow et Synapse, donc c'est des technologies très microsoftiennes. Dataflow, en fait, ça permet aux utilisateurs t'en parles après? Oui. Ok, bon, il vous en parlera après. Mais en gros, l'idée, c'est de laisser vraiment les utilisateurs plus développer par eux-mêmes les transformations sur leurs données, tester, innover, parce qu'en fait, fondamentalement, c'est le business qui connaît sa donnée. Il sait ce que c'est qu'un camion, comment on remplit un camion, ce que veut dire ce que le capteur de valve du camion remonte. Donc c'est lui qui est à même d'apporter cette connaissance. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent tester, faire de la R&D en gros sur leur temps. Et ensuite, quand on commence à trouver de la valeur, on fasse monter les gens qui savent, donc des data architectes, des data engineers, etc., où là, on va plus les accompagner sur vraiment une approche plus structurée, aller chercher encore plus de valeur en les challengeant sur la façon dont ils travaillent et ce qu'ils regardent. Et donc ça, on est vraiment aidé par Dataflow là-dessus. C'est une approche qui a déjà commencé. Synapse, c'est un produit de Microsoft qui a été annoncé en toute fin d'année, en fait, qui arrive incessamment sous peu entre nos mains, et qui va aussi augmenter fortement ça, notamment en permettant aux équipes de data scientists de développer leur notebook Python et de le basculer quasiment dans du click and play, dans un truc pré-industriel, quoi. Donc tu vas montrer? Bon, super. Voilà, comme ça, j'ai fini, en fait. C'est toi, tu vois. T'es sûr, je peux pas parler un peu? Non, c'est bon.
Vous n'avez pas de questions? Non. Ok. Alors du coup, Je ça te c'était laisse. pour expliquer un petit peu. Mais non, t'en vas pas. En plus, il y a un truc à planter si tu veux. Et Maillot qui est pas content. Du coup, ça c'est pour la partie, la raison qui nous a poussé à créer ces architectures. Alors les architectures que Microsoft propose pour faire ça, c'est des choses qui ressemblent à ça. Donc Azure Data Factory qui va être l'équivalent d'un ETL, même si ça fait pas que ça, mais si on doit le rapprocher à quelque chose de connu, c'est ETL, qui va être complètement PaaS, donc hébergé dans le cloud de Microsoft qui s'appelle Azure, si ça vous parle. On va avoir une première étape de stockage éventuellement dans un lake ou dans un blob storage, et on va ensuite pouvoir utiliser soit du Databricks, soit du Synapse. Synapse étant un moteur MPP. Je ne sais pas si le MPP ça vous parle. Massivement Parallel Processing, vous avez des acteurs comme Teradata, comme Greenplum qui font ça, comme c'est déjà pas mal. Et on va avoir une couche, les deux dernières couches, Azure Analysis Services et Power BI. Power BI pour la partie reporting, pour la partie présentation, et Analysis Services pour la partie stockage des données en mémoire, et donc temps de réponse très rapide pour les utilisateurs qui pourront même l'attaquer directement avec du Excel, et souvent, en tout cas quand on est sur de la data à destination des métiers d'entreprise de la taille d'Air Liquide, eh ben, on aime bien Excel. Donc du coup, ça permet d'attaquer les données directement et d'être un peu autonome là-dessus. Alors comment ça se représente tout ça? Alors ça se représente pas mal à partir d'un portail Azure. Je ne sais pas si le portail Azure vous parle. Hop, je regarde que j'ai encore Internet. Donc on va avoir une série de ressources ici. Alors en termes de ressources qu'on voulait vous montrer, on avait en effet cette partie Azure Data Factory. Alors Azure Data Factory, à la fois ETL et ordonnanceur. Ordonnanceur dans le sens où on va pouvoir faire un truc génial, genre des petites boîtes et des petits traits pour dire ah, quand ça c'est fini, bah, tu vas là, quand c'est pas fini, tu vas pas là, et puis si jamais c'est en échec, tu fais quelque chose. Donc quelque chose d'assez graphique qui va me permettre aussi d'exécuter, par exemple, alors je vais en prendre un simple, d'exécuter un notebook, par exemple, directement, depuis une interface graphique, d'exécuter ce notebook qui va être hébergé sur un cluster. Alors chez Microsoft, les clusters qui gèrent du Spark, ça s'appelle des clusters Databricks. C'est un partenariat avec une boîte externe. Et l'avantage, c'est que c'est des clusters 100% managés. Alors par exemple, mon cluster ici que j'ai lancé, il s'appelle Meetup Cluster. C'est un petit cluster qui doit faire entre 7 et 12 nœuds. Des nœuds de 14 Go de mémoire et 4 CPU. Et qui lance du Spark 2.4.4 et du Scala 2.11. Donc ça, pour provisionner un cluster comme ça, nouveau cluster, à la Microsoft, hein, c'est ce qui plaît bien, c'est qu'on fait clic, 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 et à la fin on a un truc qui normalement fonctionne. Et pour le coup ça fonctionne pas mal. Et une fois que j'ai ces clusters qui sont démarrés, sachant que c'est des clusters qui vont pouvoir s'éteindre tout seuls, et un des gros avantages de l'intégration globale des solutions qui sont proposées ici, c'est que quand je vais appeler cette tâche de notebook, bah, si mon cluster n'est pas démarré, Azure Data Factory va se charger de l'allumer pour moi. Déjà ça c'est quelque chose d'assez pratique, ça me permet d'économiser un maximum mes coûts, vu que c'est directement mon outil qui va me lancer le cluster pour faire en sorte que tout fonctionne. Ensuite, ça fonctionne comme on a vu tout à l'heure. On a des notebooks. Donc je vais en prendre un. Je ne sais pas si j'en ai un partagé. J'en ai un ici. Hop, par exemple, j'en ai un ici. Donc je peux faire du notebook, mettre mes petits commentaires, me connecter à un lake depuis Azure, mais je pourrais aussi me connecter à un S3 pour le coup. Et faire du Python ou du PySpark tel que j'en ai envie. Une fois que j'ai fini mon script, soit je peux le lancer comme je l'ai fait ici, soit je peux le refactoriser pour éventuellement me dire l'objectif ici c'était de prendre des XML et de les transformer en parquet. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que le XML c'est pas idéal en termes de traitement sur des gros volumes. Là j'ai des XML qui viennent de Stack Overflow, ils font 100 gigas. 100 gigas à traiter comme ça c'est pas génial. Donc ce que j'ai fait c'est que je les ai transformés en parquet. Et pour les traiter, du coup, j'ai fait un petit notebook un peu générique qui prend des paramètres, le nom du fichier, le nom de la destination. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser Azure Data Factory pour assez simplement, encore de façon assez visible, et c'est vraiment là où il y a une valeur ajoutée qui a très bien marché chez Air Liquide, c'est qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'informaticiens, en tant qu'ingénieurs data, on a développé ça. Et maintenant, c'est directement les gens du métier qui sont autour de nous dans l'équipe qui vont opérer ça. C'est-à-dire que quand il y a un bug, c'est eux qui vont aller voir, ah tiens, il y a un message d'erreur, qu'est-ce que c'est? Et qui éventuellement vont dire, ah bah oui, le fichier n'était pas là, et paf, qui vont relancer la moulinette directement parce que l'interface est suffisamment simple pour laisser une partie du travail dans les mains de ceux qui sont sachants plus qu'ils sont producteurs de code. Donc soit on se retrouve avec des gens qui font du code, qui font du métier, soit on se retrouve avec des gens du métier qui se mettent à faire du code. Donc c'est plutôt positif au final, on se comprend un peu mieux, on a moins de mal à communiquer. Enfin, l'idée c'est aussi de décharger les devs de tâches entre guillemets ingrates
valeur ajoutée, quoi. Donc, alors qu'effectivement, le fonctionnel va le faire en 5 minutes, et en cas de besoin, escalader au dev, quoi. Et donc on retrouve que là, par exemple, j'ai un get metadata qui va être une activité d'Azure Data Factory qui va me lister les différents fichiers qui vont être à disposition. Je vais récupérer que ceux qui contiennent le nom, qui dans le nom auront un point G, qui n'auront pas un point GZ pour être sûr d'avoir les XML. Et je vais faire un for each, une boucle. Alors vous allez me dire une boucle for each, c'est pas très parallélisé, ça va ramer. Alors l'avantage c'est qu'ils ont implémenté les choses à peu près correctement. Par défaut, elle est parallélisée à hauteur de la capacité de l'Azure Data Factory. Et on peut soit la rendre séquentielle, soit mettre le nombre de threads qu'on veut lancer en parallèle. Donc on peut profiter aussi de cette élasticité du cloud qu'on aime bien, de se dire, bah moi en effet tu mets un for each, mais il faut que tu me le fasses de façon parallèle, idéalement, sinon j'arrête le cloud et puis je me remets à faire mes boucles à la main. Et dans cette boucle, j'appelle le notebook qu'on a vu qui est paramétré tout à l'heure, je lui passe mes 2 paramètres qui sont donnés par l'activité getMetadata, et ça va me lancer mes jobs directement et me transformer mes fichiers en l'ordonnançant et en gardant une logique de workflow à l'intérieur de mon Azure Data Factory. Donc ça, c'est un premier usage. Le deuxième usage qui est hyper intéressant, c'est que... donc du coup, vous pourriez me dire, oui, ok, là, on a vu de l'ordonnancement, mais quelle est la partie transformation d'un ETL? La partie transformation d'un ETL, c'est que Microsoft a fait un truc marrant, ça s'appelle Data Flows. Et les Data Flows, ça permet de faire, par exemple, des transformations de façon graphique. Donc je vais récupérer une source de données, je vais faire une jointure, je vais faire une colonne dérivée, donc je vais ajouter une colonne. Je vais éventuellement faire un conditional split, une séparation de mon flux de données basé sur des conditions. Et tout ça, je vais le faire de façon assez graphique, assez simple, avec un langage moins compliqué que d'écrire du Python à première vue. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça moins compliqué que de faire du Python. Et du coup, ça va nous permettre derrière d'exécuter ça directement sur un cluster managé Databricks. En fait, ce que ça va faire, ça ne va pas générer du Scala ou du Python, ça va générer un langage propriétaire de Microsoft, c'est bon, ça vous fait plaisir. Ensuite, ça va être chargé d'être exécuté par contre sur un cluster Spark, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc on a ce côté ETL qui existe ici. Donc les transformations, elles marchent autant sur 50 lignes de données que sur des pétaoctets de données en fonction de la taille qu'on va laisser allouer au service qui va être capable de provisionner un plus ou moins gros cluster Databricks. Ok ? Donc ça c'est pour la partie, c'est pour les 2 premières parties de l'architecture avec Databricks et Azure Data Factory. Mais on a aussi dans notre architecture une partie SQL. Pourquoi? Parce qu'on a des utilisateurs, on a beaucoup d'utilisateurs finalement qui sont à l'aise avec ce langage SQL et qui aiment bien accéder à leurs outils avec un connecteur OLEDB quelconque et connecter leur tableau, leur ClickView, leur Power BI, leur n'importe quoi sur une base SQL Server. Ça, c'est quand même un cas d'usage assez classique. Et donc, on va déverser ces données aussi dans ce qu'on appelle un Synapse. Synapse qui aujourd'hui a un MPP, donc une base de données un peu avancée qui permet de faire des traitements sur des gros volumes et qui permet d'avoir la support du Transact SQL complet. Donc, on va pouvoir avoir une destination depuis Azure Data Factory vers un Synapse ou un SQL Data Warehouse comme ça s'appelait avant. Une fois qu'on a des données là-dedans, on va pouvoir faire tout ce qu'on fait avec une base SQL, mais on va aussi pouvoir faire des choses un peu plus marrantes avec cette partie XML, avec cette partie ici Databricks. On peut créer des bases de données, on peut créer des tables, et on peut utiliser Power BI directement sur ce cluster Databricks, s'il est allumé. Et là, par exemple, si vous voulez, je suis connecté directement sur un Databricks, donc on le voit ici, et donc je suis connecté avec Power BI sur un cluster Spark, et je vais pouvoir m'amuser à mettre des visualisations, hop, ici, et me dire, tiens, combien j'ai de tweets, combien j'ai de sentiments moyens sur mes tweets. Et si je mets ça ici graphiquement, là, ce qu'il est en train de faire, alors ça va prendre un petit peu de temps parce que, non pas que j'ai beaucoup de données, mais parce que le cluster va démarrer, et que, est-ce que fait ce qu'il faut? Je ne suis pas sur la bonne visualisation, autant pour moi, voilà, ça pas si long que ça. Donc là, il m'a mis la somme. Ben, la somme, c'est pas forcément ce que je voulais. Je vais faire plutôt un average. Donc à chaque fois que je fais une opération là, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de générer des jobs Spark. Donc on a directement une interface un peu graphique. Pourquoi je vous montre tout ça? Le but, c'est pas de dire « Ah, c'est magique, magnifique ». C'est qu'on a un ensemble d'outils. Ces outils intégrés dans ce genre d'architecture que je peux reprendre, que je vous ai montré tout à l'heure, permettent de répondre à des besoins qui sont divers et variés. Dans les besoins que je vous ai montrés, il y a la partie « Je veux faire un data warehouse », un entrepôt de données, prendre des données à droite, à gauche. J'utilise Azure Data Factory, je suis capable de les consolider, d'avoir des traitements qui soient soit réalisés sur un moteur que j'ai choisi, moteur Spark
hébergé sur AWS si on veut, ou alors un moteur directement Databricks encapsulé dans Azure Data Factory. Avantage, j'ai même plus de cluster à gérer, c'est directement lui qui s'engage à ce que les jobs s'exécutent. Inconvénient, c'est 100% propriétaire et du coup la réversibilité n'existe pas. C'est-à-dire que si vous voulez partir derrière chez AWS complètement, c'est perdu. Mais vous avez toute la partie monitoring, toute la partie log qui est autogérée par le système pour vous. Ça, c'était la version jusqu'ici. Et là, il y a un nouveau truc qui sort, comme le disait Guillaume en intro, qui s'appelle vraiment Synapse. Synapse, l'idée, c'est de se dire, bon, ok, les architectures qu'on a proposées, c'est bien, mais par contre, ça reste trop compliqué. Si jamais je donne ça à un utilisateur, je lui dis qu'il y a 8 services Azure, il faut gérer les 8 services Azure. Franchement, c'est un peu chiant. Donc du coup, ce qu'ils ont dit, on va faire un seul portail avec une interface qui s'appelle Synapse, qui va comprendre et la gestion des données, donc ça va permettre de stocker les données éventuellement depuis un S3, éventuellement depuis un Azure Data Lake, éventuellement depuis un Blob Storage, et de faire directement des notebooks en serverless, sans avoir besoin de gérer quoi que ce soit, et c'est lui qui va générer les jobs qui vont pour moi sur le même outil qui va s'appeler Synapse. Je vais aussi pouvoir avoir la partie Orchestrate. Alors Orchestrate, ça va être un Azure Data Factory intégré dans ce Synapse, et une partie monitor, une partie aussi développement de rapport Power BI. Donc tout va être intégré dans le même portail, ça va sortir courant de l'année. Et c'est vrai que du côté, dans notre approche, qui est une approche où on veut avoir le métier qui comprend le plus possible ce qu'on fait en tant que dev. On ne veut pas ce côté boîte noire de « Ok, tu as fait un excellent boulot, tout marche très bien, mais par contre, il y a 550 000 lignes de Python et on ne comprend pas ce que tu as fait. Et du coup, c'est difficile à maintenir pour nous ou à débugger. » Donc, l'approche qu'on a ici, c'est vraiment essayer de redonner la main au maximum au métier, même sur des process aussi compliqués que l'intégration d'un péta de data. Parce qu'il vous a parlé surtout des chiffres, parce qu'il travaille beaucoup avec la finance, mais il y a aussi toute une partie de capteurs sur lequel on a travaillé, toute la partie, enfin il y a des usines, donc il y a un certain nombre de data aussi un peu plus sexy que le PNL de la boîte. Donc l'architecture que je vous ai montrée rapidement, c'était celle-ci. Tout ça, c'était les différents services. Et en plus, c'est quelque chose qu'on va pouvoir étendre. Je vous ai montré que j'avais des fichiers XML dans un lake. Je les ai utilisés avec Databricks pour les transformer en parquet. Ensuite, ADF est capable de les mettre dans Synapse. Mais j'ai aussi la possibilité d'avoir une partie de hub, telle qu'on a sur AWS aussi d'ailleurs, et des services d'ETL sur du streaming qui vont me permettre de faire de l'analyse en temps réel et de pouvoir intégrer ça aussi avec Power BI. En fait, c'est le côté forte intégration vraiment qu'on cherche, où je vais être capable d'avoir un stream qui se pousse directement dans un flux Power BI et Power BI qui affiche ces chiffres-là en temps réel ou alors de façon moins temps réel si j'en ai besoin. Donc on a vraiment ce genre d'intégration. Et un des éléments qui est important aussi, c'est l'intégration dans les Active Directory. Aujourd'hui, une grosse partie du cloud qui est intéressante, c'est aussi la sécurité. Et la sécurité de façon unifiée, qui part du poste utilisateur jusqu'à mes applications. C'est vrai que l'Active Directory, il a ce côté pratique, surtout dans les groupes qu'on a déployés depuis des années. Donc toutes ces technos que je vous montre, que ce soit le cluster Spark, la partie Hub, la partie Power BI et la partie Reporting, tout, je m'authentifie à partir de mon login mot de passe de ma machine Windows ou de ma machine Linux si j'ai un Kerberos qui va bien. Donc on a vraiment ce côté intégration de bout en bout de tous les services et de la sécurité. J'ai l'impression d'être un commercial Microsoft là. Et la petite partie que je vous ai montrée en haut, c'est directement de faire du Power BI en direct query sur du Databricks qui va être capable de générer des jobs. Donc il y a vraiment ce côté, ok, vous avez un panel d'outils, mais ils sont tous capables de communiquer entre eux en étant un maximum managés pour vous. Ça, c'est le côté vraiment sympa dans notre dev. Et c'est ce qui nous permet de gagner du temps. Et aujourd'hui, sortir des projets de façon assez poussée, enfin assez rapide pour le coup, parce qu'on se pose beaucoup moins de questions sur des points strictement techniques. Alors, on s'en pose quand même, parce que ça reste des technologies qui demandent un peu d'attention. Mais l'intégration nous aide beaucoup à gagner du temps là-dessus. Tout ça. Alors, ce qui est intéressant pour ceux que ça intéresse, pour le coup, c'est qu'on a parlé d'Azure, mais tout ça, ça existe aussi sur une version de Microsoft qui s'appelle SQL Server 2019. Alors, ça doit être beaucoup trop petit pour que vous puissiez le lire. En gros, ce que ça vous dit, c'est que les dernières versions d'SQL Server, étonnamment, Microsoft vend la dernière version d'SQL Server avec un cluster Spark, un cluster Hadoop, et avec la partie MPP dont je vous ai parlé. Tout ça, c'est intégré, c'est hébergé sur Docker avec un Kubernetes. Donc, si vous installez SQL Server 2019 Big Data Cluster, eh ben, vous installez que des outils open source. Ça, c'est cool. Ça fait vraiment partie des architectures on-premise qui sont proposées. Donc, il y a un peu une convergence. Avant, il y a quelques années, quand on faisait ce genre de meet-up avec des non-microsoftiens, on sentait tout de suite, on était deux mondes très séparés. On disait, quoi, tu fais quoi, du Python?
Non, mais fait du C# arrête quoi. Maintenant on dit bon bah c'est bon, ça je fais du Python. Et, bon, on pleure beaucoup, mais ça va. Voilà, merci beaucoup. Si vous aviez des questions. Vous avez peut-être des questions? Non? Oui. Des images custom 2. Alors, en l'occurrence, là, c'est une implémentation de Databricks qui est propre à Databricks, mais ça ressemble beaucoup à un Jupyter. Ouais. Là, c'est du 100% managé par Databricks. On n'a pas la main pour pousser. Non, on peut choisir. Par contre, on peut le configurer. Ça peut provenir. Il y avait la petite liste là où je pouvais choisir le type de machine, le nombre de CPU, etc. Mais on n'a pas la main sur Provino. On n'a pas accès à la machine. On n'a pas accès à la machine. La seule façon d'avoir accès à la machine, c'est via soit installer des librairies, soit lancer du script Python via un notebook pour le coup. Dataflow, c'est ou NiFi ça ressemble un petit peu, mais un peu comme SSIS, oui, mais quand même un peu plus moderne. Ça ressemble un peu à NiFi, mais en version propriétaire du coup, et en version où il y a cette partie où le compute, en fait, le compute est géré par Azure Data Factory. C'est-à-dire que si tu prends NiFi, le traitement il est réalisé sur quoi? Là, on a une notion d'integration runtime où tu vas avoir la capacité d'installer un truc assez intéressant, en tout cas dans mon usage, c'est qu'on va pouvoir installer le moteur de compute, on va pouvoir l'installer localement dans le réseau de l'entreprise, et du coup, ça va être une passerelle pour accéder aux données de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir ce problème de comment je fais pour faire communiquer mon AWS et mon réseau legacy qui date déjà d'il y a 30 ans, avec des données depuis longtemps. Et donc, c'est cette partie, ce qu'on appelle une integration runtime, hébergée sur self-hosted. Et ça va réaliser le transfert de données depuis mon Azure sur du HTTP sortant uniquement, donc plus besoin de faire les demandes d'ouverture de flux pendant des années. Il y a toute cette partie-là qui est un peu plus avancée. Je pense que NiFi qui vraiment est plus sur de l'ordonnancement pur. Oui. Au niveau gouvernance, j'ai l'impression que c'est un peu le self-service de la data. Et même le self-service du job, finalement, si le business peut créer lui-même ses jobs, est-ce que c'est un monde magique où tout le monde fait ce qu'il veut et il n'y a pas de souci derrière, ou est-ce qu'à des moments, comment vous avez organisé ça? Ouais. Alors, c'est un peu le self-service de la data, oui et non, parce qu'en fait, on en parlait tout à l'heure. Déjà, le métier de la data, en fait, ok, je cherche comment me poser. En gros, vous l'avez vu sur notre architecture tout à l'heure, en fait, ce qu'on expose au métier, c'est déjà des data models un peu préfaits, parce qu'en fait, le métier, on lui dit, ça c'est une table de fait, t'as des dimensions, démerde-toi, il ne comprend pas, enfin, c'est pas connecté pour, c'est normal, c'est pas ce qu'on lui demande. Donc, il y a déjà un premier cadre quand même qui est donné. Les KPI qui sont donnés, en gros, ce qu'on a dit immédiatement sur la plateforme, c'est que c'était la seule source de vérité pour les sujets que nous, on avait en maîtrise, ou alors qui étaient en maîtrise locale. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on dit, c'est cette version-là qui est la source de vérité. Si toi, tu redéfinis un KPI sur les bases des mêmes données, mais qui ne donne pas le même résultat, c'est faux, de base. Personne ne va chercher à comprendre pourquoi, on va juste te dire que c'est faux. Et la vérité, elle doit venir de là. Donc, c'est pas non plus complètement open bar à ce niveau-là. Donc, il y a déjà une grosse gouvernance là-dessus. Et ensuite, effectivement, ils peuvent... c'est pour ça qu'on a pris cette approche, en fait, de Power BI Pro versus d'autres méthodes. C'est que, effectivement, ils sont... En fait, Power BI Pro, en gros, une licence, ça permet de créer, en fait, d'utiliser le compute de la plateforme Power BI at will. Alors après, c'est un peu restreint, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire des datasets de plusieurs dizaines de gigas, on est limité à 10 gigas de données compressées, mais ce qui est quand même déjà beaucoup pour un utilisateur lambda. Et ils vont pouvoir effectivement explorer at will. Enfin, on leur rend la main sur leurs données. Je t'ajoute un truc. Vas-y. En effet, là, il parle de la partie self-service, mais toi, ta question, c'était sur les pipelines, genre quand je dis qu'ils les jobs aussi, ils peuvent créer leur job. Ouais, alors, ça, ils ne créent pas leur job, en l'occurrence. Alors, il y a deux choses. C'est que depuis Power BI, ils font leur flux de données, eux, en exploratoire. Et une fois qu'ils ont fait ça, il y a les passerelles nécessaires pour nous, développeurs, pour récupérer ce qu'ils ont fait. Là où il y a une passerelle supplémentaire, donc il y a cette passerelle où ils peuvent créer un modèle exploratoire eux-mêmes et que nous, on le leverage sur les outils que je vous ai montrés dans Azure. Donc, c'est le lien entre Power BI et Azure. Mais une fois que c'est dans Azure et que c'est opéré par Azure Data Factory,
c'est plus de l'opération, c'est-à-dire que le flux à planter et faire un premier niveau d'analyse. J'ai pas dit qu'ils allaient supprimer la tâche et dire ah bah non, le dev il est fou, pourquoi il a mis ça, je vais faire autre chose. C'est pas le monde magique de je suis tout seul et je suis capable de développer une solution de data at scale de bout en bout tout seul. C'est plus qu'on est capable de communiquer et de travailler ensemble de façon plus efficace. C'est plus ça. Je veux dire, le fonctionnel ne sera jamais capable d'optimiser des développements, on en parlait tout à l'heure, les requêtes SQL optimisées, etc. Il ne sera pas capable de le faire et on ne veut pas qu'ils commencent à le faire. Enfin, je veux dire, ils ont beaucoup mieux à faire. L'objectif, nous, en fait, qu'on a derrière tout ça, c'est donc de leur rendre la main sur leurs données, qu'ils puissent les utiliser, ce qui permet aussi de travailler sur la qualité de la donnée, d'ailleurs, et qu'ils trouvent de la valeur. Donc pas qu'ils perdent leur temps à faire mumu sur de la donnée. Leur job, c'est de générer du chiffre d'affaires, peu importe, de la bouteille, peu importe. Mais voilà, qu'ils se concentrent plus sur leur job, plutôt qu'avant, en fait, on avait alors oui, je suis désolé, c'est encore de la finance. On avait une très bonne image sur les contrôleurs de gestion, où on disait, en fait, avant, un contrôleur de gestion dans le groupe, il passait 3 à 4 jours à récupérer sa donnée. Et en fait, après, il passait une journée à reboulotter ses chiffres pour les charger dans le système, et il lui restait dans sa semaine une demi-journée, en gros, pour faire son job, qui est d'analyser les chiffres. Nous, en fait, ce qu'on a apporté, c'est une transformation radicale, où il a pu aller chercher sa donnée à droite, à gauche, à reboulotter, etc. Donc on est passé d'un mécanisme où il a besoin de 10 minutes, une demi-heure, peut-être une demi-journée au max, pour récupérer ses données. Et maintenant, il passe 4 jours et demi à les analyser, à sortir la valeur, à faire son vrai métier, quoi. En fait, ça répond. On commence à avoir quelques personnes qui commencent à maîtriser un peu plus leur flux. C'est pas vraiment. L'objectif, c'est vraiment d'avoir. En gros, mon équipe apporte la valeur ajoutée de qualité, de développement fluide, etc. Et dans les choses qui nous intéressent aussi, c'est que tu parlais de ne pas nous faire perdre notre temps à nous non plus, c'est qu'en effet, si jamais on a un flux qui dit le fichier n'était pas présent dans la source, et si c'est le métier qui peut s'en rendre compte au lieu de dire ça marche pas, bah oui, en fait, si tu mets pas le fichier, on récupère pas à première vue. Puis ça permet de faire la jointure des deux mondes. C'est-à-dire que souvent, ce que j'ai vu dans mon passé, c'est on a des développeurs qui ne savent pas parler au métier, donc on a besoin d'un quelqu'un à demi comme moi qui sait à peu près faire le lien entre les deux. Là, l'idée, c'est qu'on arrive aussi à fluidifier ce dialogue entre les techniques et les purs opérationnels, parce que les boîtes, du coup, la requête qu'on fait, c'est que ce soit self-explanatory pour tout le monde. Voilà. Question. C'est toi technique. Non, mais question plus technique sur la fin de la présentation, en fait, sur une fois qu'on a fait un dashboard, et tu avais expliqué que ça lançait du Spark pour faire les calculs. Ouais. Et du coup, là, la question, c'est est-ce que ça s'éteint une fois que le dashboard il est à jour, ou que les personnes quittent le dashboard? Alors, du coup, là, c'était un cas d'usage. C'était le cas où Power BI est capable de générer des jobs en se connectant direct à un Spark, à un moteur Spark. C'est pas le cas d'usage le plus commun du monde, en vrai. En vrai, ce qu'on fait souvent, c'est qu'il y a un moteur à l'intérieur de Power BI déjà. Il y a un moteur qu'on appelle le moteur Vertipack, qu'on appelle le moteur tabulaire maintenant, qui est un moteur compressé et qui marche bien. Ça, c'est le premier niveau qu'on utilise le plus. Parce que c'est compris dans Power BI Pro et on peut. Voilà. Le problème, c'est que si on a un péta de données à aller chercher, la liste de chaque action de mes clients, par exemple, si j'ai les données de Vodou, j'imagine en termes d'usage, là où ils peuvent m'envoyer des pubs après, là, les trucs bien, où il y a beaucoup de volume, du coup, c'est compliqué d'afficher ça, d'aller chercher ça dans une base classique. Ça ne rentrerait pas dans mon Power BI. Là où c'est tout l'intérêt, c'est d'avoir cette première version consolidée qui soit agrégée, qui soit disponible dans Power BI, et d'avoir une version où quand je vais filtrer, là je vais aller chercher les données, là où je vais aller au niveau fin, affiché par client ou quoi que ce soit, je vais pouvoir aller chercher dans un cluster Spark. Donc non, ça n'éteint pas tout seul le cluster Spark. Dans ce cas d'usage qui est quand même atypique de faire du direct query, donc de la connexion directe sur du Spark, en fait on a des moteurs Power BI qui sont là pour faire ça, pour être allumés et pour fonctionner comme ça. Mais non, il n'y a rien de qui s'éteint tout seul ou quoi que ce soit derrière. C'était un peu une démo show-off. Vu que vous parliez vu que vous êtes parlé de Spark, je me suis dit que j'allais mettre un peu de Spark, c'était marrant. Merci, je pense qu'on est largement au-delà du temps.